Bonjour Toussaint, comment tu vas? Salut Jacob, ça va très bien, ça va très bien et toi-même. Oh, ça va très bien, merci. Donc déjà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation pour cette chaîne Mhm. et je te remercie également pour l'interview. Donc, le but de cette, je t'ai d'abord trié sur le volet justement parce que voilà, bon déjà tu fais des choses qui sont très bien, tu auras le temps de nous dire ce que tu fais, mais aussi pour discuter avec toi sur un sujet, en fait, sur un sujet que je trouve assez important aussi aujourd'hui, en 2021. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, tu vas te présenter, tu vas dire qui tu es, ce que tu fais, et puis, on aura le temps, on va entrer dans le thème de la discussion d'aujourd'hui, en fait. Et les gens comprendront pourquoi, en fait, j'ai tenu à ce que tu passes sur la chaîne. Alors, je te laisse la parole. Ok, bon, moi c'est Toussaint Louverture, Sinjun Pokam. Je suis camerounais, ça fait 10 ans que je vis aux États-Unis. En ce moment, je suis notaire spécialisé dans l'immobilier, en fait, parce que tu peux être spécialisé dans le domaine médical, l'immigration et tout ça. Bon, moi je suis dans l'immobilier. Et je suis marié, père de deux enfants, fille et garçon. Et ça fait 3 ans. Enfin non, légalement marié depuis quoi, 2 ans. Mais voilà, je connais mon épouse depuis 2013. Enfin, du moins, on a commencé à sortir ensemble, ou fricoter depuis 2013. Donc. Mais sinon, en gros, c'est ça. Et puis, bon, je sais pas, pour plus de détails, je suis de la province de l'Ouest, au Cameroun, et puis je me définis aussi comme panafricain. Du moins, c'est comme ça que la plupart des gens me connaissent. Je veux dire, voilà, c'est le titre, on va dire, c'est le titre qu'on m'attribue la plupart du temps, panafricain, le panafricain. Donc, voilà, hein, voilà en gros pour moi, voilà qui je suis, ce que je fais. Je ne sais pas s'il faut plus de détails, mais en gros. Ok, ok, d'accord. Mais aussi, à côté, bon, bon, tu mets une activité, mais je t'ai aussi connu à travers ta chaîne YouTube. Tu as une chaîne YouTube. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette chaîne, en fait, justement? Ok, bon, j'avais une chaîne YouTube, hein. Ah, ça n'existe plus. Oui, ma chaîne a été, YouTube a, enfin, mon compte a été désactivé, mon compte YouTube a été désactivé il y a plus de 2 mois déjà, hein, je crois, 3 mois Ah même. En tout cas, oui, j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Un prince dans la plantation. ouais. Et sur la chaîne, j'abordais un thème différent chaque jour. Bon, c'est vrai que bon, je ne savais pas que ta chaîne était supprimée. Ouais. En fait, justement, si je t'ai appelé, si je t'ai sollicité, en fait, c'était parce que je trouvais que dans tes vidéos, en fait, tu étais quand même très, très pertinent sur certains sujets, surtout sur le sujet des hommes aujourd'hui, en fait, des hommes dans la société d'aujourd'hui. Et Mhm. c'est justement pour ça que que je veux qu'on discute ce soir sur cette interview. Donc, déjà, en fait, donc j'aimerais d'abord que tu me dises, parce que bon, cette chaîne est le public est à, je dirais, plus de 90% d'hommes, constitués d'hommes. En fait, selon toi, en fait, quelle est la place aujourd'hui que l'homme a dans la société, avec une analyse froide que toi tu as, en fait? Bon, quand on dit dans la société en général, c'est difficile de parler de société de façon générale parce que, dépendamment de l'endroit où tu te trouves, en fait, le rôle de l'homme ou son importance ou sa fonction, enfin, l'importance ou sa façon de fonctionner est différente. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais chez les Arabes là-bas, dans le Moyen-Orient, l'homme a toujours ce côté, enfin, c'est le patriarche, on va dire, par exemple, en Occident, l'homme serait considéré comme un macho. Je veux dire, du moins, l'homme arabe serait considéré comme un macho. Par contre, en Occident, je vais parler de l'Occident parce que j'ai vécu ici, ça fait 10 ans que je vis ici. Aussi, je vais parler de l'Afrique. Bon, je ne vais pas parler de l'homme de façon générale parce que je ne peux pas vraiment me prononcer sur l'homme de façon générale. Mais je vais parler de l'homme en Occident et de l'homme en Afrique. Donc, pour moi, en Occident, en ce moment, l'homme est en train d'être efféminisé. Il est en train de perdre sa masculinité, on va dire. Pourquoi? Parce que
pendant longtemps, et je vais être très froid, hein, parce que moi, c'est pour ça, que je parle, je veux dire, l'homme blanc, parce qu'il faut comprendre d'où vient le féminisme. C'est-à-dire que, pour comprendre la place de l'homme en ce moment dans la société, il faut comprendre le féminisme. C'est-à-dire que, pendant longtemps, l'homme blanc a empêché la femme blanche, je précise bien, d'aller à l'école. Il a empêché d'aller à l'école, il a empêché la femme blanche de s'habiller d'une certaine façon pour aller à l'église, il a empêché de voter. Ça fait à peine, on a célébré là récemment, ça fait à peine 50 ans que la femme blanche peut voter. Donc je veux dire, l'homme blanc a empêché la femme, on va dire, de s'épanouir pendant très longtemps. Et Oui. donc le féminisme est venu en réponse à cette vraiment oppression-là. C'est-à-dire les femmes se sentaient oppressées, elles étaient oppressées par les hommes blancs. Et maintenant, en ce moment, en fait, dans la balance a penché de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire maintenant, ce sont les femmes qui se retrouvent en train d'oppresser les hommes à travers tout un tas de lois. Enfin, c'est surtout manifesté dans le mariage, lors des divorces, enfin, donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que la balance, enfin, a changé. Et l'homme, donc, aujourd'hui, se retrouve dans une position où non seulement la femme peut voter, mais maintenant elle gagne autant d'argent que lui, ou presque autant d'argent que lui. Donc, du coup, voilà, il y a cette tension, il y a ce conflit entre l'homme et la femme. Par contre, en Afrique, euh, j'écoute souvent les gens parler de l'égalité entre l'homme et la femme en Afrique. Non, il n'a jamais été question d'égalité. C'est-à-dire, souvent on dit, oh, l'Afrique c'était une société matriarcale et tout. Non, l'Afrique n'a jamais été une société matriarcale. Qui dit matriarcat ou patriarcat dit le commandement de l'homme ou la femme. Il n'a jamais été question de commandement per se, tu vois. En Afrique, l'Afrique est une société matrilinéaire, c'est-à-dire qu'on reconnaît la filiation à travers la femme. C'est un peu comme chez les Juifs. Enfin, les Africains savent les Juifs, mais je veux dire, donc tu es l'enfant, on reconnaît que tu es l'enfant enfin, à travers la mère, quoi. Je veux dire, c'est à travers la mère. Et c'est pour ça qu'on donnait ton nom de famille était le nom de ton oncle maternel. Ça, c'est en Afrique. Et donc, en Afrique, l'homme n'a jamais oppressé la femme. C'est-à-dire qu'en Afrique, nous avons eu des reines, nous avons eu des prêtresses, nous avons eu des guerrières. C'est-à-dire que nous avions des parlements bicaméraux. C'est-à-dire que vraiment la place de la femme, on a toujours valorisé la femme en Afrique. Mais ce n'était pas une question d'égalité, non. La femme a toujours... Parce que quand l'homme prend la parole dans une assemblée, non, la femme se tait, elle s'assoit. Je veux dire, l'homme a sa place, mais donc, il n'a jamais été question d'égalité, que ce soit en Occident ou en Afrique. Sauf qu'en Afrique, il n'a jamais été question d'oppresser la femme ou de l'empêcher de s'exprimer ou de la non. Mais en Occident, par contre, la femme a été pendant longtemps un bien meuble, un bien cheptel, c'est-à-dire que l'homme avait le droit de vie ou de mort sur la femme et ses enfants. Il faut bien comprendre la différence, parce que quand aujourd'hui je vois des femmes noires qui sont des féministes, je dis, vous ne connaissez pas votre histoire en fait. Vous ne connaissez pas votre histoire, et il faut comprendre en fait cette dynamique-là. Donc, pour comprendre pourquoi le féminisme, en fait, qui est une réponse de la femme blanche à l'homme blanc, est dangereux pour les Africains. Parce que si les Africains embrassent le féminisme, elles vont perdre, comment dire, la famille africaine se retrouve déséquilibrée. Et voilà, ça entraîne toutes sortes de problèmes. Bref, pour résumer, la place de l'homme dans la société occidentale en ce moment, l'homme se sent frustré, il se sent diminué, il se sent voilà, il se sent j'ai envie de dire comme la femme se sentait à l'époque là, enfin, au moment où elle n'avait pas de droit et tout ça. Les hommes se sentent, c'est pas que les hommes ne veulent pas se marier ou se marier très tard, les hommes ne veulent pas se marier. C'est pour ça qu'il y a autant on entend beaucoup de meurtres après les divorces, les gars pètent les plombs. Bref, l'homme se sent en fait, voilà, il se sent diminué de façon. Et en Afrique, par contre, on n'en est pas encore là, mais on est en train de se diriger vers là. Parce que, à cause de ce que j'appelle l'occidentalisation, c'est-à-dire que nous avons été colonisés et tout ça, donc forcément, au fur et à mesure, nous perdons nos valeurs fondamentales, nous embrassons les valeurs des Occidentaux, et ce qui fait que cette tension-là, par exemple, en Occident, il y a 50, enfin, aux États-Unis, parlons des États-Unis en particulier, 50% des couples divorcent. Ça, c'est une statistique que tu n'aurais jamais trouvée en Afrique. Parce que les familles étaient, voilà, on sait que, on aura l'occasion d'en parler, mais il y a une différente approche, même dans la formation des couples.
même dans ce que c'est quoi être un homme en Afrique, en fait. C'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, comment est-ce qu'on devient un homme, c'est quoi être un mari. Donc, je veux dire, euh, la société occidentale, pour moi, à mon avis, voilà, je répète la culture, chacun a sa culture, mais j'estime simplement qu'en Afrique, la façon dont la famille est organisée traditionnellement, c'est beaucoup plus solide, ça dure beaucoup plus, en fait, qu'en Occident. Donc, voilà, pour un premier jet dans le thème. Ok, super. Bon, j'apprécie vraiment déjà cette, voilà, comment ça, cette peinture, si on peut dire ça comme ça, cette peinture que tu as faite voilà, de la situation en Occident et de la situation en Afrique. Tu as dit un truc intéressant. Là, tu as dit devenir un homme en Afrique. Il y avait justement un process. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous décrire le process en Afrique et ensuite le process en Europe en fait? Ok, donc, euh, par contre, là, je peux me prononcer de façon générale quand même. Oui. Les sociétés traditionnelles ont eu ce processus-là où, bon, je vais prendre un exemple pour ceux qui ont regardé le film 300. Le film 300, le film, on voit par exemple comment, pour devenir un homme, on t'envoyait dans une montagne et tu devais affronter un tigre et le tuer. Soit tu revenais, ça veut dire que tu as gagné, tu as tué le tigre, soit tu meurs, soit tu n'es pas. Et chez les Maasai, attention, c'est pour dire à quel point par contre, ce processus-là est quand même assez universel. Chez les Maasai, les Kenyans là-bas, c'est la même chose en fait. Tu dois aller affronter le lion dans la forêt. Donc, bon, c'est assez, bon, je veux dire, c'est assez caricatural, mais de façon générale, dans les sociétés africaines, pour devenir un homme, déjà, il fallait que tu sois circoncis. Donc, il fallait, donc c'était la première étape. Ensuite, il fallait qu'on te forme vraiment littéralement, qu'on t'apprenne à devenir, à assurer les tâches d'homme, on va dire, c'est-à-dire aller, que ce soit la chasser, trouver du bois, qu'on t'apprenne une activité, il fallait que tu sois serviable pour ta communauté, une activité, tu as les forgerons, les maçons, les lieux différents. Donc en fait, on t'apprenait à devenir responsable et à être capable de gérer une famille. C'est-à-dire, il fallait que tu sois capable tu découvres ta vocation, que tu sois capable de prendre soin d'une famille. C'était vraiment tout un entraînement. Et c'est après tout ce passage-là, après c'était un certain âge, c'était pas 16 ans, dans certaines, dans certaines nations, on va dire, ou tribus, enfin, dans certaines nations, je veux dire, des fois c'était à partir de 12 ans que ça commençait. Donc en fait, il y avait un processus, un certain nombre d'étapes que tu devais traverser, ce qu'on appelle aujourd'hui les formations. Mais ils vont te former vraiment à devenir un homme, en fait, et à devenir serviable pour ta communauté. Aujourd'hui, si on demande aux gens, c'est quoi un homme? Donc on dit, bah, tu es un homme quand tu couches avec les femmes, par exemple. C'est là que tu deviens un homme. Ou alors, d'autres vont dire, bah, je suis un homme à partir du moment où je commence à gagner de l'argent. Ou alors, je suis un homme à partir du moment où j'ai un diplôme. Ou alors, je suis un homme à partir du moment où je sors de chez mes parents. Bref, en tout cas, on ne sait plus trop. En fait, à cette confusion-là, aujourd'hui, on ne sait pas à quel moment qui est un homme, à quel moment on devient un homme, ou comment on devient un homme. C'est quoi même d'abord être un homme? On dit, parce que ce n'est pas. Again, les définitions, c'est quoi l'homme chez les Africains, c'est pas la même. Donc, chez un Africain, je veux dire, bon, en tant qu'Africain, chez nous, je sais qu'un homme, c'est quelqu'un qui est capable de prendre soin. J'ai dit capable, j'ai pas forcément dit qu'il est marié ou qui a des enfants. J'ai dit qu'il est capable de prendre soin d'abord de lui-même, de prendre soin d'une famille et aussi qui est surtout serviable pour sa communauté. Parce que tu dois avoir trouvé ta mission, ta vocation, ce à quoi tu as appelé, enfin tu as trouvé ta contribution, ta façon de contribuer, en fait, ta manière de contribuer à ta communauté, quoi. Et donc, en gros, voilà c'est quoi un homme en Afrique. Il y avait tout un processus. Aujourd'hui, on a abandonné les parents. Déjà, on a abandonné tout ce processus-là à l'école. En fait, toute cette formation. Maintenant, c'est l'école qui est censée faire de toi. Non, sauf que c'est pas ça. L'école est censée te programmer, te préparer à être un employé, à travailler pour quelqu'un. C'est pas de te former à être un homme. L'école n'a pas été créée pour former des hommes, en fait. Donc, et maintenant, tu as peut-être aussi les processus. Maintenant, les hommes, pour se sentir hommes, des fois, ils se sentent obligés de rejoindre des institutions, peut-être comme l'armée, où il y a vraiment cette discipline, cette structure, cette formation-là, en fait, pour faire de toi quelqu'un qui a du caractère, quelqu'un d'intègre,
c'est-à-dire quelqu'un qui est le même en public ou en... Intègre, ça veut dire que je suis le même en public ou en privé. Donc, bref, c'est ce que l'Afrique a perdu. C'est ce qu'on a perdu. On n'a plus ce cadre-là de formation, de transformation, de ce rite de passage, en fait, de l'adolescence à l'âge adulte. On a plus ce truc-là. Donc, en gros, c'est voilà. En gros, c'est ça que je peux dire. Ok, ça marche. Donc, en fait, selon toi, aujourd'hui, euh, bon, déjà, bon, avant de te poser la question, déjà, selon toi, est-ce que justement, le fait que ce processus-là, ce processus, bon, comme on peut dire, de croissance que nos ancêtres utilisaient, est-ce que tu penses que ça manque à la société d'aujourd'hui? Est-ce que tu penses que le fait que les hommes ne passent plus par ça, ça a un impact négatif sur notre société? Ah oui, pour moi, ça a un impact extrêmement négatif, justement, parce que déjà, on remarque que les, les hommes de nos jours, déjà, ils se responsabilisent très tardivement. Déjà, ils quittent la maison de leurs parents très tard. Oui. Heureusement, aux États-Unis, ils ont les chiffres. De plus en plus, c'est-à-dire il y a une grosse majorité d'hommes qui, déjà, ils quittent de la maison tardivement, c'est-à-dire après 20 ans ou 25 ans même, des fois. Et forcément, quand tu quittes la maison tard, ça veut dire que si tu te maries aussi tard, tu vas avoir des enfants tardivement. Et plus tu as des enfants tardivement, plus il y a cet écart entre toi et tes enfants générationnels. Et bon, les femmes aussi, parce que si tu te maries tardivement, ça veut dire que les femmes aussi, tu les épouses tardivement. Et de plus en plus, on a des femmes qui sont célibataires parce qu'elles ne trouvent pas de mari. Je veux dire, ça crée tout en fait, ce bouleversement de la famille, ce déséquilibre dans la famille. Et les hommes aussi, de plus en plus, on voit beaucoup d'hommes qui sortent de chez leurs parents, mais qui reviennent aussi finalement à la maison. Ce n'est pas censé être ça. Le cycle, c'est je sors de chez mes parents, mes parents vont vieillir, ils vont repartir. Après, ils vont devenir des enfants. Maintenant, je prends soin d'eux. Donc, je veux dire, à ce cycle de parents-enfants. Donc, bon, ça crée ce déséquilibre-là aussi. Et puis, pour devenir un homme, il faut qu'un homme, enfin, on devient un homme à travers un autre homme, quoi. Soit tu es entouré par des hommes, soit tu as un mentor, on va dire. Et le fait qu'il n'y ait plus ça, justement, fait en sorte la délinquance, quand on voit, c'est ça qu'on a des délinquants, les gens qui sont délinquants, les gens, parce que à travers le rite de passage, tu es censé savoir ce sera quoi ta contribution dans la société. Donc forcément, si tu ne sais pas à quoi tu vas servir dans la société, bon, tu vas t'abandonner, je veux dire, à toutes sortes de plaisirs, des choses en fait, futiles, on va dire. Tu ne vas pas être quelqu'un, tu vas pas apporter de contribution dans la société, en fait. Tu vas te retrouver en train de faire des choses, en train de détruire même ta communauté, on va dire. Donc, donc il y a cet aspect, donc il y a cet impact-là sur la famille qui est complètement déséquilibrée. Il y a cet impact-là dans ta communauté où tu n'es pas contribué, enfin, tu ne contribues pas à l'émancipation de ta communauté. Il y a aussi cet aspect de, non seulement tu ne contribues pas, mais tu peux devenir nocif, en fait, à ta communauté. Donc, pour moi, voilà quelques impacts, j'ai envie de dire, négatifs. C'est-à-dire, quand quelqu'un ne sait pas, on dit souvent en Afrique, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Non seulement tu ne sais même pas d'où tu viens, beaucoup ne connaissent pas leur histoire, on ne t'a pas formé, tu ne sais pas, ils ne savent pas encore où il va. Quand quelqu'un ne sait pas où il va, il est dangereux, je suis désolé, il est dangereux. Quand quelqu'un n'a aucun. En anglais, on dit, if you don't stand for something, tu vas fall for anything. C'est-à-dire que si tu ne te bats pas pour quelque chose, tout va t'abattre en fait. Tu es juste là comme, je sais pas moi, un cerf-volant, tu vas. Non, en fait, c'est ça, c'est très dangereux en fait. Pour moi, c'est dangereux. Parce que on va voir, quand on fait des études en prison, la plupart des gens, des enfants en prison, ils n'avaient pas de père, père absent. Père absent. Il y a deux façons de détruire les enfants. Soit tu es absent, soit tu es violent. Enfin, un des deux. Donc, soit le père était là, mais il était abusif, enfin, son père abusif, tout ça. Bref, je veux dire, quand on fait des études sur ce qu'on considère comme des personnes nocives pour la société, on va toujours voir qu'il fait, il y a toujours ce fil conducteur de. Ils ne sont pas devenus des hommes, en fait. Ils ne sont pas devenus des gens responsables, ils ne sont pas devenus des gens. Enfin, ils n'ont pas eu de mission dans la vie, de vision, bref, en fait, c'est ça, en fait, les conséquences pour moi. L'absence de série de passage, en fait.
Ok, d'accord. Ok. Mhm. Donc, avec cette analyse à froid que tu viens de faire là, déjà, si pour un homme dans la société d'aujourd'hui, avec justement ces constats, maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Tu vois, un homme, disons, tu vas d'abord prendre le cas dans la société. Bon, je ne vais pas influencer ton analyse, donc, tu vas me dire si pour toi, le contexte africain et le contexte occidental, les hommes peuvent employer les mêmes, comment dire, les mêmes solutions pour justement regagner leur masculinité, ou bien dans chaque contexte, ça sera un peu différent. Donc, je te laisse un peu nous en dire un peu plus là-dessus. Enfin, c'est-à-dire sur ce qu'ils peuvent faire, que ce soit les hommes en Occident ou les hommes en Afrique. Donc, Donc, s'ils peuvent faire les mêmes choses, ou bien dans sur chaque continent, il y a des trucs différents à faire pour regagner cette masculinité perdue là. masculinité perdue, c'est-à-dire, bon, je pense que les deux peuvent faire la même chose. Déjà, comme j'ai dit, il faut que tu aies un mentor. Il faut que Ouais. tu aies un mentor. Ça peut être quelqu'un que tu admires. Mhm. Parce qu'en général, on admire les gens à qui on veut récemment faire force. Moi, je t'admire, ça dit que je veux faire ce que tu fais, ou à Mhm. peu près ce que tu fais. Donc, que tu sois vraiment, que tu sois sous la, enfin, sous l'aile, que quelqu'un, enfin, qu'un homme te prenne sous son aile. La personne qui était censée faire ça en passant, c'était ton père, hein. Ton C'est vrai. père, d'abord, ton père qui est censé te faire de toi un homme, parce qu'il est censé me mettre un homme, donc il fait de toi un homme. Mais si ça n'a pas été le cas, hein, il est question que tu te mettes sous l'aile, vraiment, de quelqu'un que tu admires, quelqu'un, enfin, voilà, quelqu'un dont tu veux, une personne dont tu veux émuler la vie. Mhm. Donc, ça, c'est la première étape. Et la deuxième chose, c'est trouver, enfin, c'est-à-dire, il faut trouver ta vocation. Il faut trouver vraiment ce que tu veux faire dans la vie, pas en termes forcément de travail. Et ce que Mhm. tu valorises, on va dire. C'est-à-dire que et c'est le fruit de de mes lectures, de mes recherches en ce moment. C'est-à-dire, parce que moi, j'ai cette personnalité d'enseignant, donc je cherche toujours à aider les gens à maximiser ou à exploiter leur potentiel, en fait. Une Mhm. des choses que tu peux faire si tu es un homme aujourd'hui, c'est découvrir ce que tu valorises. Pour découvrir ce que tu valorises, c'est assez simple. Et quand je parle de valeurs, là, je ne parle pas des choses comme l'amour, le respect, non, je ne parle pas des choses théoriques. Non, je parle de valeurs en termes de qu'est-ce que, déjà, comment est-ce que tu dépenses ton argent au quotidien? C'est-à-dire, est-ce que tu dépenses ton argent? Par exemple, moi, si je valorise l'enseignement, je vais toujours dépenser mon argent dans les lectures, dans les livres, Ouais. dans la formation, dans les séminaires. Je veux dire, ça c'est si je valorise l'enseignement. Si je valorise la musique, peut-être que je valorise la musique, je vais tout dépenser mon argent, peut-être pour aller dans les concerts ou pour acheter. Donc je veux dire, trouve ce que tu valorises, où est-ce que tu dépenses ton argent, comment est-ce que tu dépenses ton énergie, ton temps. Par exemple, si moi je suis quelqu'un qui aime, comme je dis, l'enseignement, tu vas voir que je dois entourer de livres, autour de moi il y a tous des livres. Si toi peut-être tu es quelqu'un qui je sais pas moi, peut-être que tu aimerais être un journaliste. On va voir qu'il y a certaines choses autour de toi qui montrent que, enfin, bref, je veux dire, observe bien ta vie Mhm. et il y a 13 choses que tu peux faire. Je vais, enfin, peut-être une autre fois, on fera une vidéo là-dessus, mais il y a 13 questions que tu peux te poser en fait pour découvrir euh, ce que tu valorises, ce à quoi tu aspires dans la vie, ce que tu veux faire. Ouais. Et moi, je suis passé par ce processus, par exemple, déjà à l'école, on avait ce qu'on appelait les tests de personnalité. Mhm. Ça, c'est une des choses que j'aime en Occident, c'est on veut pousser les gens à découvrir vraiment, à exploiter leur potentiel. C'est-à-dire, moi, j'ai découvert à travers les tests de personnalité que j'avais la personnalité d'un enseignant. Donc, j'aurais dû soit être soit enseignant, soit journaliste ou acteur. Enfin, donc, quelque chose dans ce sens-là. Donc, les questions que tu découvres déjà, toi-même, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Et que tu es, le fait d'avoir un mentor ou quelqu'un à qui tu dois rendre compte, ça fait qu'en fait, ça te force à être discipliné. Parce que quand il y a quelqu'un qui va te check, quand tu vas t'éloigner du droit, enfin, du chemin que tu t'es tracé, bon, enfin, tu dois rendre compte en fait. On dit souvent que si tu veux apprendre à diriger, il faut apprendre à suivre. Il y a ce dont il faut apprendre à suivre. Quand tu as appris à suivre, tu peux aussi apprendre enfin, tu peux aussi diriger des gens. Donc c'est ça. Donc, il y a
trouve un mentor, quelqu'un, enfin, ou alors, même si c'est de loin, tu peux regarder la vie de quelqu'un, t'en inspirer. C'est-à-dire, tu apprends de ses erreurs, de ses combats, de ses challenges, de ses victoires. Bref, mais c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un à qui tu peux parler directement. Quelqu'un, enfin, voilà, d'avoir un mentor. Et deux, trouve vraiment ta mission. Parce que quand tu vas trouver ta mission, ce à quoi tu as appelé en fait, on n'aura même pas besoin tu n'auras pas besoin de motivation. Et je fais la différence ici entre motivation et inspiration. Quand tu es motivé, ça veut dire que tu as besoin de facteurs externes pour te pousser à faire quelque chose. Et les gens qui ont besoin de motivation, en fait, ce sont les gens qui n'ont pas trouvé leur mission. Parce que tant que tu n'as pas trouvé ta mission, tu as toujours besoin qu'on te pousse. Tu as toujours besoin que quelqu'un te dise, oh, fais ceci, fais des paroles de motivation, d'encouragement et tout le tralala. Ouais. Par contre, en fait, donc, là, quand tu as besoin de motivation, ça veut dire que quand tu vas faire quelque chose que ça va t'apporter du plaisir, tu vas le faire. Quand tu vas faire quelque chose que ça va t'apporter de la douleur et tout ça, la difficulté, tu vas arrêter de le faire. Ça, c'est quelqu'un qui est motivé. Mais quelqu'un qui est inspiré, c'est Ouais. différent. Quand tu as, quand tu es inspiré, ça veut dire que tu as trouvé ta mission et que quand il va avoir du plaisir, ok, c'est bien. Quand il va avoir de la difficulté, tu vas toujours le faire. Parce que tu es inspiré, ça vient de l'intérieur. C'est pas quelque chose que tu as embrassé là-bas à l'extérieur et tout. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, ces deux facteurs. Donc, trouver enfin, un mentor ou alors même un groupe d'amis aussi. Parce que, du moins, t'entourer d'hommes, quoi. Les gens, franchement, entre nous les hommes, on sait que bon gars, moi, je suis encore un garçon, bon, ça c'est un homme ici, on sait. Si tu regardes toi, tu sais que gars, enfin, ce qu'on appelle les hommes, entre guillemets, ou ce qu'on appelle les mâles dominants ou alpha et tout ça, c'est simplement, c'est un alpha ou un mâle dominant, c'est un homme que les autres hommes respectent ou craignent. Il y a ce respect ou cette crainte, et c'est aussi un homme avec qui les femmes veulent coucher. Les femmes sont attirées par cet homme-là. Donc, je veux dire, dans ta vie, forcément, tu connais toujours, il y a toujours ces hommes-là, ce sont les gens de caractère, ce sont les gens, voilà, des leaders. Donc voilà, rapproche-toi d'une de ces personnes, voilà. Et voilà, et la deuxième chose, comme je dis, c'est ta mission. Une fois que tu vas trouver ta mission, il n'aura pas besoin de te motiver, tu vas être inspiré, et peut-être tu vas apprendre, ça doit simplement te guider, quoi. Tu t'aider à ne pas faire certaines erreurs. On dit que le sage est celui qui apprend des erreurs des autres et l'homme intelligent est celui qui apprend de ses propres erreurs. Donc, pour moi, voilà ce qui peut aider, que tu sois en Occident ou en Afrique. Ouais. Voilà. Tu peux devenir, voilà. D'accord. Ok, super. Merci pour, voilà, pour cette vie. Et une autre question, en fait. Est-ce que voilà, parce que, bon, j'ai même eu un débat avec des amis ce matin, justement, on parlait de ça. C'est-à-dire, sachant qu'on est dans une société, toi, tu vas très bien comprendre ce que je vais dire. On est dans une matrice, tu vois. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le terme matrice que j'utilise, c'est-à-dire, on est dans une forme on nous a mis déjà comment dire ça? On nous a conditionné à une façon de penser, en fait, tu vois. Et tu as parlé de ça tout à l'heure un peu, du salariat, tu vois. Et justement, tu vois, il y a peut-être des hommes. Maintenant, il veut suivre ton conseil, il se dit, bon, voilà, suivre son conseil, ça va me pousser maintenant à sortir peut-être du salariat ou bien à sortir de la matrice, tu vois. Et en fait, il ne sait pas comment il va faire, tu vois, il a un peu peur. Qu'est-ce que tu pourras lui, dans ce cas, lui donner comme conseil, en fait? Surtout que toi, tu as dit au début que voilà, tu étais aussi dans le salarié, que maintenant tu as ton propre compte. Oh, bon, je ne veux pas faire du noir et blanc, parce qu'il y a du gris. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es salarié que tu n'es pas un homme. Mhm. C'est pas parce que tu es un entrepreneur que tu es forcément un homme. Il y a Mhm. tu vois, des gens, ce sont des geeks là. Il a eu une bonne idée, il a formé, il a eu un logiciel, ou je sais pas, il a créé un software, il est devenu riche, mais tu le vois, c'est pas un homme que les gens respectent, quoi. C'est pas un gars que les gens respectent. Je veux dire, c'est pas forcément salariat, entrepreneuriat, c'est pas forcément ça le facteur, j'ai envie de dire, déterminant. Mhm. Par contre, par contre, tu peux commencer. Le problème, enfin, les hommes, et puis il faut faire cette différence aussi, parce que ce n'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est censé être l'alpha, ou le mâle dominant, et tout, tralala. S'il y a des alphas, il faut bien qu'il y ait des bêtas. C'est comme ça. C'est pas.
Et les bêtas, on a tendance à se moquer des bêtas ou des gens, tout ça. Non, ce sont des hommes aussi. Désolé, mais c'est pas tout le monde. Parce que il y a un proverbe anglais, là, on dit too many chiefs, not enough Indians. C'est-à-dire qu'il y a trop de, il y a trop de chefs, il n'y a pas assez d'Indiens. C'est-à-dire qu'il y a trop, en fait, de gens qui veulent il veut être le gars, le mal, quoi. Mais si tout le monde, ça va que l'ego, les bagarres, il faut suivre, en fait. Ce que je veux dire, c'est que tu peux être un leader dans ton domaine, par exemple. Mais tu ne vas pas être un leader parce que moi, je ne suis pas un leader dans la cuisine, man. Moi, je ne peux pas aller dire à ma femme comment elle va préparer, ce qu'elle va préparer, ce qu'elle va acheter. C'est pas vrai, je ne peux pas lead, je peux pas lead dans cet aspect de ma vie. Je veux dire, il y a des endroits où tu vas être un leader, il y a des aspects où tu vas être un suiveur. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas faire des histoires de oh, je suis entrepreneur, ça fait de moi mal. Non. Par contre, un leader, c'est simplement quelqu'un qui sert les autres. Hein. Quelqu'un qui sert les autres. Mais il y a une différence entre servir les. Je sers les autres, mais on n'abuse pas de moi. Il y a une différence entre servir les autres et être une serpillère. Non, je ne suis pas une serpillère. Parce que ça, c'est ça le. Bon, il ne s'agit pas d'être une secte, il s'agit de servir les autres. Servir les autres, ça veut dire que on me respecte, je suis quelqu'un, j'ai une certaine dignité, je suis d'un certain calibre, une certaine intégrité, on sait qu'on peut compter sur moi, et on sait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas me faire, on peut pas me faire, j'ai mes limites, je veux dire, donc en fait, pour moi, c'est ça, en fait, c'est ça la différence, quoi. Donc il y a les hommes qui ont des jobs, qui sont des pères de famille, ils éduquent bien leurs enfants, ils ont des femmes, ce sont des gens responsables, ils assument leur fonction de mari, de père, etc. C'est pas forcément le patron de la société, mais c'est un homme. Je veux dire, je veux pas venir là dire que tu n'es pas un homme parce que tu n'es pas le patron, je sais pas. Donc, par contre, tu as le patron, il a beau être le patron, mais il est, voilà, ça peut être un gars extrêmement responsable, ses enfants ne veulent pas rester à côté de lui, sa femme est en train de penser à comment elle est divorcée. Donc, il veut dire, ben, en fait, c'est ça. Il faut là refaire cette différence entre mâle dominant, alpha et homme. Ok, donc déjà, pour te rassurer, tu n'es pas obligé de sortir ça là. Par contre, Ok. moi, je t'invite simplement à découvrir. Parce que quand tu vas découvrir ta mission ou ta vision, enfin, ta contribution et tout ça, tu vas. C'est naturel, hein. C'est-à-dire, tu vas chercher à. Tu vas être un leader, en fait. C'est-à-dire que tu vas prendre sur. Parce que tu vas commencer à, comment dire, à ne plus vouloir dépendre. Parce que c'est ça, hein, parce que moi, quand je découvre ce que je veux faire dans la vie, tout ça, je prends les choses en main, je me dis, bon, je n'ai pas besoin d'attendre le salaire de quelqu'un. Et ça, ça ne se fait que quand tu as découvert ta mission, en fait. Tant que tu n'as pas découvert ta mission, tu vas toujours vouloir suivre. Mais quand tu découvres ta mission, tu vas voir, on ne va pas te dire quoi. Tu vas vouloir prendre les devants, tu vas vouloir voilà, ne pas dépendre de quelqu'un enfin, pour manger et tout ça. Donc, les gens qui suivent, c'est-à-dire, tu peux avoir un homme, il est un leader, il est un alpha, on va dire, avec les femmes, par exemple, dans ce domaine-là, c'est-à-dire, les femmes lui courent après, il a du charme, il a du charisme, mais après, c'est un employé. Il est employé simplement parce qu'il n'a pas encore découvert. Parce qu'il va découvrir sa mission. Par exemple, disons qu'il veut peut-être être, il voulait peut-être être footballeur, c'était ça sa passion, c'était ça sa mission, mais ses parents l'ont forcé, il s'est soumis à l'autorité de ses parents, finalement il est devenu, je ne sais pas moi, un ingénieur par exemple. Il ne va pas être, en étant un ingénieur, il ne va pas être un leader dans ce domaine. Il ne va pas être un leader, il va suivre parce que ce n'était pas ça sa vocation. Mais quand tu trouves ta vocation, naturellement, tu vas vouloir exceller et tu vas devenir un leader naturellement. Il y a plusieurs leaders. Par exemple, quand on parle du domaine de la technologie, par exemple, il n'y a pas un seul leader, il y a des leaders en fait. Et vous allez toujours voir que les gens qui sont des leaders ou qui dominent ou whatever, ce sont simplement des gens qui ont trouvé leur vocation, leur mission et qui se sont lancés dedans. Tu ne vas trouver aucun leader, aucun homme dominant, je ne sais pas trop, qui n'a pas trouvé, qui ne sait pas où. Je ne sais pas, je peux prendre des exemples. Il y a tellement d'exemples en Afrique, par exemple. Tu vas prendre, bon, je ne vais pas citer de nom ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a des gens qui ils ont trouvé leur vocation et ils sont des leaders dans leur domaine. C'est comme ça. Tant que tu n'as pas trouvé ta vocation, tu vas continuer de suivre, tu vas continuer de dépendre, tu vas continuer de recevoir les ordres, tu vas continuer de subir, en fait. Mais une fois que tu trouves ta vocation, ce en quoi tu es bon et tout ça, tu vas devenir très naturel, en fait. Naturel. Donc, voilà. Ok, ok, ben super. Franchement, je te remercie pour voilà
pour cette interview et que tu as partagé avec nous. Mhm. J'espère qu'on pourra encore te recevoir une autre fois sur cette chaîne pour, pour échanger sur d'autres sujets. Oh oui, il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien faire les choses par thème, par thématique, quoi. Si il y a tellement de choses à dire de façon générale. Donc, là, on a quand même eu, on a fait un peu le tour en termes de généralité, mais s'il faut aborder des thèmes spécifiques ou des questions spécifiques, voilà, n'hésite pas. Et puis, des fois aussi, c'est bien si on le fait en forme, enfin, avec d'autres personnes, en forme de débat peut-être, pour que chacun donne son avis et puis on échange. Parce que bien évidemment, tout le monde ne pense pas comme toi ou comme moi. Donc, c'est toujours bien d'avoir de Mhm. la proposition. En OK. tout cas, merci de m'avoir invité. Et puis, Non, voilà, j'invite tout le monde à s'abonner à ta chaîne. Et merci. voilà. C'est tout à fait normal que je t'invite. Ouais. En tout cas, merci et on se dit à une prochaine alors. Ok, à la prochaine. Yes.